Après la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, après que l'armée rouge ait pris le contrôle de Berlin et qu'une vague de suicides ait ravagé l'Allemagne nazie, et en plein milieu d'un conflit sanglant dans le Pacifique, où le Japon résistait encore, le secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique, Iosif Staline, le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président américain Harry Truman, leaders des principales puissances victorieuses, se sont réunis à Potsdam dans le but d'établir les bases de l'ordre mondial d'après-guerre et de décider du sort des pays vaincus. Au milieu de discussions animées, les vainqueurs ont convenu de l'élimination de toute trace de l'idéologie nazie dans la politique, l'éducation et la culture allemande. L'objectif initial de ce processus de dénazification était de garantir que l'Allemagne ne redevienne jamais une menace pour la paix mondiale. Pour y parvenir, des politiques ont été mises en place pour éradiquer toute trace du nazisme, non seulement du gouvernement et de l'armée, mais aussi de la vie quotidienne du peuple allemand. Les procès de Nuremberg, qui ont commencé en 1945, étaient le symbole le plus visible de ce processus, avec la condamnation des principaux leaders nazis. Cependant, la dénazification ne se limitait pas aux grands criminels de guerre, mais visait également de larges secteurs de la population. Bien que le terme « dénazification » ait été initialement conçu pour faire partie du système juridique allemand de l'après-guerre, le processus a été mis en œuvre à travers divers schémas et avec des niveaux de rigueur différents dans les différentes zones d'occupation, parfois même en contradiction avec les accords de Potsdam. Ainsi, entre 1945 et 1950, les Alliés ont emprisonné plus de 400 000 Allemands dans des camps d'internement de manière extrajudiciaire au nom de la dénazification. Le programme a établi un système de tribunaux où les citoyens allemands devaient remplir des questionnaires détaillés permettant d'évaluer leur participation ou affinité avec le régime nazi. Les personnes étaient classées en 5 catégories: innocents, partisans mineurs, inculpés, activistes et principaux responsables. Selon cette classification, ils pouvaient en faire face à diverses sanctions, telles que l'interdiction d'exercer certains emplois, la perte de droits civils ou même des peines de prison. Le processus variait selon la zone d'occupation, reflétant les différences idéologiques entre les puissances victorieuses. Les soviétiques ont mené une dénazification plus radicale. Ils ont exproprié des terres, nationalisé des entreprises et remplacé les fonctionnaires nazis par des personnes loyales au régime communiste. Pour Moscou, la dénazification était aussi une opportunité de consolider son contrôle idéologique sur l'Allemagne de l'Est. Dans la zone occidentale, le processus a été plus graduel et s'est adouci avec le temps. Initialement, les puissances occidentales se sont concentrées sur l'élimination des nazis des postes de pouvoir. Cependant, avec le début de la guerre froide, les alliés occidentaux ont changé leurs priorités vers la reconstruction et la stabilisation de l'Allemagne de l'Ouest comme bastion contre l'expansion soviétique. En conséquence, le processus de dénazification a été extrêmement impopulaire en Allemagne de l'Ouest, et le propre gouvernement allemand de Konrad Adenauer s'y est fortement opposé, de sorte que de nombreux nazis ont conservé des postes de pouvoir, tandis qu'en Allemagne de l'Est, il était considéré comme un élément fondamental de la conversion du pays au socialisme. L'un des aspects les plus critiqués de la dénazification a été la perception d'une double morale de la part des vainqueurs. Bien que les Alliés aient accusé des milliers de nazis de crimes de guerre, ils n'ont pas jugé de la même manière les responsables des bombardements de Dresde ou d'Hiroshima, ce qui reflétait, pour certains, une approche sélective de la justice. Par ailleurs, à mesure que la guerre froide s'intensifiait, les intérêts stratégiques ont commencé à prévaloir sur la justice. De nombreux scientifiques, ingénieurs et techniciens nazis ont été recrutés par les États-Unis et l'Union soviétique dans le cadre de la course à l'espace, reléguant au second plan leurs liens avec le régime nazi. Ce pragmatisme s'est également étendu au domaine politique et économique. Durant les années d'occupation, la reconstruction de l'Allemagne est devenue une priorité, et les anciens nazis, qui possédaient des compétences techniques ou administratives, ont été rapidement réintégrés dans la vie publique. Cela a engendré une profonde frustration parmi de nombreux Allemands qui estimaient que les politiques de dénazification n'étaient pas cohérentes. Le processus de dénazification a culminé au milieu des années 1950,
lorsque les tensions de la guerre froide ont fait prévaloir les intérêts politiques et économiques sur la justice. Avec le temps, de nombreux nazis ont réussi à se réintégrer dans la société. Cependant, l'héritage du processus est mitigé. Bien que certains criminels de guerre aient été jugés et condamnés, des milliers d'anciens nazis ont continué à occuper des postes clés dans la politique, l'économie et l'éducation d'après-guerre. La dénazification reflète ainsi les tensions entre la quête de justice et les intérêts pragmatiques des puissances victorieuses. Alors que certains nazis ont été confrontés à la justice, d'autres ont été absorbés par les dynamiques politiques de la guerre froide, créant un processus incomplet souvent perçu comme hypocrite. La narration des vainqueurs a souvent occulté leurs propres crimes, ce qui soulève une question importante sur la manière dont la justice est définie en temps de post-guerre. Le miroir du passé, la propagande anti-allemande de l'après-guerre. Le processus de dénazification mené par les Alliés après la fin de la Seconde Guerre mondiale comprenait le déploiement d'un vaste appareil de propagande, un aspect clé de la politique de l'après-guerre qui comportait de multiples facettes. Le processus visait non seulement à éliminer l'influence du Troisième Reich dans les institutions allemandes et dans la vie publique, mais aussi à rééduquer la population allemande et à réformer la société pour garantir que les principes démocratiques prévalent dans le monde de l'après-guerre. Une grande partie de ce processus consistait à rendre responsables les dirigeants et les collaborateurs du régime nazi pour leurs crimes et actes. En ce sens, la propagande anti-allemande avait pour objectif de renforcer la perception des Allemands comme coupables du conflit et des crimes associés, tout en justifiant les actions des vainqueurs. Elle présentait l'Allemagne non seulement comme l'agresseur principal de la guerre, mais aussi comme la nation qui avait perpétré des atrocités systématiques. Cette narrative a aidé à consolider l'idée que la dénazification était une tâche moralement nécessaire. De nombreux documentaires et films ont été produits pour montrer les atrocités du régime nazi. Des médias écrits ont également circulé, détaillant les crimes nazis et promouvant l'idée de la responsabilité collective allemande. Des musées et des expositions ont été créés pour documenter les crimes du régime nazi et servir de rappel visuel des atrocités commises, des espaces ayant pour but d'éduquer et de renforcer la condamnation des politiques et actions nazies. Les monuments commémoratifs dédiés aux victimes du nazisme ont, quant à eux, joué un rôle dans la construction d'un récit mettant en avant la cruauté du régime. Des programmes éducatifs ont été mis en œuvre en Allemagne et dans d'autres parties du monde pour enseigner les crimes du nazisme et l'idéologie du régime. Ces programmes visaient à prévenir la répétition de tels crimes et à promouvoir une compréhension critique de l'histoire. Les campagnes éducatives comprenaient la diffusion de matériel détaillant les politiques génocidaires et l'idéologie nazie dans le but de changer les attitudes et les croyances de la population. La propagande a aidé à justifier les actions des Alliés pendant et après la guerre, y compris les politiques d'occupation et de dénazification. En dépeignant l'Allemagne comme une nation intrinsèquement maléfique, tous ces programmes de rééducation ont contribué à renforcer la légitimité des politiques alliées. Cependant, pour cette même raison, la propagande a également suscité des frictions et des tensions, notamment dans les relations entre l'Allemagne et les pays touchés par le régime nazi. Certaines critiques ont souligné que la propagande promouvait une vision simpliste qui pouvait encourager une culpabilité collective excessive au lieu d'une responsabilité individuelle juste. Pour beaucoup, il n'était pas juste de blâmer l'ensemble du peuple allemand pour les atrocités commises par les autorités politiques et militaires du régime nazi. D'autres, en revanche, ont fait valoir que ceux qui n'avaient pas commis de crimes avaient collaboré par leur silence. Ces débats se poursuivent d'ailleurs encore aujourd'hui. Il y avait également des préoccupations concernant la manipulation et l'exagération de certains aspects de l'histoire à des fins politiques. Beaucoup ont rapidement commencé à soupçonner que le récit de la guerre élaboré par les Alliés n'était pas entièrement fidèle à la réalité. La propagande anti-allemande pendant la dénazification a, en définitive, joué un rôle fondamental dans la configuration du récit de l'après-guerre sur la Seconde Guerre mondiale. En soulignant et en documentant les atrocités du régime nazi, elle cherchait à consolider une narrative qui justifiait les actions alliées et facilitait le processus de réforme et de justice en Allemagne. Cependant, ce processus a également fait face à des défis et à des controverses, et son héritage continue d'influencer la manière dont ces événements sont perçus et étudiés aujourd'hui. Le dernier acte de Hermann Göring,
le Néron du Troisième Reich. Lorsque les forces alliées l'ont capturé, Hermann Göring, le deuxième homme le plus puissant du Troisième Reich, traînait une valise qui ne contenait pas seulement le vernis à ongles avec lequel il se maquillait lorsqu'il se déguisait en Néron, l'ancien empereur romain, mais aussi plus de 20 000 doses de dihydrocodéine, sa drogue préférée, presque tout ce qui restait de la production allemande de ce médicament à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Göring, doté d'une vanité colossale et effrayante, s'attendait à être traité par les Américains avec le respect que son poste méritait. 2 jours avant d'être transféré au Grand Hôtel de Mondorf, à 18 km du Luxembourg, en prélude au procès de Nuremberg, l'ancien chef de la Luftwaffe avait envoyé 2 lettres au président Eisenhower dans l'espoir de se sentir à la hauteur des vainqueurs. Les lettres, cependant, furent interceptées par la 36e division d'infanterie américaine, stationnée à Kufstein, au bord du Danube, et n'atteignirent jamais leur destination. Lorsqu'il fut finalement guéri de son addiction pendant sa captivité, Göring fut conduit devant les tribunaux et jugé en tant que criminel de guerre. Mégalomane pathologique, Göring se considérait lui-même comme une vedette du procès et même une figure historique, niant toute complicité dans les crimes commis par les nazis, affirmant que tout avait été l'œuvre de Joseph Goebbels et Heinrich Himmler. Mais rien de tout cela ne lui servit à échapper à la condamnation à mort. Malgré son apparente force, beaucoup affirment que Göring n'était pas préparé à supporter les rigueurs de la guerre, et encore moins à s'opposer à Hitler. Ainsi, son influence diminua progressivement à mesure que les fronts de bataille se multiplièrent avec l'entrée des États-Unis dans le conflit, et il perdit définitivement son prestige lorsque la Luftwaffe fut battue par la Grande-Bretagne lors de la bataille aérienne et qu'il ne parvint pas à empêcher les bombardements alliés sur l'Allemagne. Retiré de la vie publique en raison de son discrédit croissant, Göring se consacra à une vie de luxe, parcourant les musées des villes occupées et contemplant les œuvres d'art confisquées. Mais peu à peu, sa santé se dégrada. Son addiction à la codéine le fit non seulement grossir, mais affecta également son caractère. Parfois euphorique, parfois déprimé, il se montrait égocentrique et vaniteux et s'habillait de manière extravagante, arborant des décorations et des bijoux scintillants. Selon le témoignage de Hjalmar Schacht, ministre de l'économie du Troisième Reich entre 1934 et 1937, Göring se présenta une fois vêtu d'une toge romaine, de sandales ornées de bijoux, les doigts chargés de bagues, les lèvres maquillées et le visage fardé pour prendre le thé avec ses invités. Les mois d'arrestation améliorèrent son apparence physique. Soumis à un régime strict, Göring perdit presque 30 kilos. Pour l'ancien successeur d'Hitler, les procès de Nuremberg représentaient une occasion unique de mettre en scène un immense spectacle. Tout au long du procès, il se montra comme un orateur habile et charismatique. Il défendit ardemment ses actions, affirmant qu'il ne faisait que son devoir en tant que leader militaire et fonctionnaire de l'État. Il nia toute responsabilité directe dans l'Holocauste, bien que les documents et les témoignages le liaient clairement au programme d'extermination des Juifs et à la solution finale. Göring se distingua par son attitude provocante et arrogante. Il essayait souvent de manipuler les procédures et de défier les procureurs, notamment l'Américain Robert H. Jackson et le Britannique David Maxwell Fyfe. Ce comportement lui valut l'admiration de certains de ses co-accusés, mais provoqua également le rejet de nombreux autres. Malgré les graves accusations portées contre lui, Göring ne montra jamais de remords pour ses actions. Il pressentit habilement les frictions entre les Alliés, qui commençaient alors à dessiner le prélude à la guerre froide, annoncé en mars par Churchill dans un discours à l'université de Fulton, Missouri, et saisit l'occasion pour souligner l'hypocrisie des vainqueurs, affirmant que leurs crimes ne seraient jamais jugés. Finalement, Göring fut déclaré coupable de tous les chefs d'accusation et condamné à mort par pendaison. Après avoir entendu le verdict, il murmura quelque chose à l'oreille du soldat qui le gardait. Il demanda à être fusillé, ne voulant pas mourir comme un criminel ordinaire. Lorsque sa dernière demande lui fut refusée, il se suicida dans sa cellule en ingérant une capsule de cyanure qu'il avait dissimulée dans un flacon de pommade pour les cheveux. À côté du flacon, il laissa une note expliquant qu'il avait décidé de se donner la mort de sa propre main, comme le grand Hannibal. Les Alliés tentèrent d'effacer toute trace de son existence. Ils retirèrent les fragments de verre de ses lèvres et envoyèrent ses vêtements, ses effets personnels et son cadavre nu
au crématorium municipal du cimetière d'Ostriedorf, à Munich, où il fut incinéré et ses cendres mêlées à celles de milliers de prisonniers politiques et d'opposants au régime nazi guillotinés dans la prison de Stadelheim, de patients psychiatriques et d'enfants handicapés tués dans le cadre du programme d'euthanasie Action T4, ainsi que d'innombrables victimes des camps de concentration. Ses restes furent jetés dans l'obscurité de la nuit dans les eaux du Wensbach, une petite rivière choisie au hasard pour éviter que sa tombe ne devienne un lieu de pèlerinage. Le silence de la forêt de Katyn. Parmi les innombrables crimes de guerre commis par les forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale, le massacre de Katyn fut l'un des plus atroces et controversés. Le massacre eut lieu en 1940, dans la forêt de Katyn, près de la ville de Smolensk, dans ce qui était alors l'Union soviétique. Il fut perpétré par la police secrète soviétique, la NKVD, sur ordre direct de Staline. Le crime s'inscrit dans les suites du pacte Ribbentrop-Molotov, signé en août 1939, un accord entre l'Allemagne nazie et l'Union soviétique qui divisa la Pologne en deux. Lorsque les forces soviétiques occupèrent la partie orientale de la Pologne, des milliers de soldats et d'officiers polonais furent faits prisonniers. Entre avril et mai 1940, environ 22 000 officiers polonais, membres de l'élite intellectuelle et militaire, furent exécutés dans plusieurs endroits, Katyn étant le site le plus emblématique. Les victimes étaient principalement des officiers de l'armée, des policiers, des intellectuels, des médecins, des professeurs et des fonctionnaires du gouvernement polonais, capturés après l'invasion soviétique de la Pologne en septembre. Les soviétiques cherchaient à assurer le contrôle des zones qu'ils avaient prises en vertu du pacte avec les nazis, à neutraliser toute résistance nationaliste polonaise dans les territoires occupés et à désarticuler l'infrastructure politique, militaire et intellectuelle de la Pologne. Pour justifier le massacre, le chef de la police secrète soviétique de l'époque, Lavrenti Beria, qualifiait les Polonais, dans une lettre classée ultra-secrète, datée du 5 mars 1940, de ennemis permanents et incorrigibles du pouvoir soviétique. Le massacre fut découvert en 1943 par les forces allemandes, lorsqu'elles envahirent l'Union soviétique dans le cadre de l'opération Barbarossa et occupèrent la région de Smolensk. À la mi-avril, des conducteurs polonais qui accompagnaient une unité allemande furent les premiers à découvrir les immenses fosses communes, qui se trouvaient sur un terrain couvert de pins à environ 400 km à l'ouest de Moscou. Selon leurs témoignages, l'endroit servait de lieu d'exécution pour la NKVD, entouré de fils barbelés et surveillé par des sentinelles. Après une intense recherche, l'officier nazi Rudolf Christoph Freiherr von Gersdorf découvrit les fosses communes. Plus tard, lorsque le gouvernement nazi le jugea opportun, il rendit la découverte publique. Certains chercheurs soutiennent toutefois que les nazis étaient bien informés du massacre et qu'après avoir envahi l'Union soviétique, ils avaient tracé un plan pour le localiser et l'utiliser contre les Russes. Par la suite, avec la permission de l'armée allemande, la Croix-Rouge examina la zone et identifia plus de 4000 officiers polonais qui avaient été capturés par les soviétiques pendant l'invasion. La découverte des fosses provoqua un véritable séisme politique dans le camp allié. Le premier ministre du gouvernement polonais en exil, le général Władysław Sikorski, se rendit à Moscou le 3 décembre 1940 et interrogea Staline sur le sort de milliers d'officiers polonais qui avaient été faits prisonniers en 1939 et dont on n'avait plus de nouvelles. Le dirigeant soviétique affirma qu'il s'était échappé. Roosevelt et Churchill crurent cette version de l'histoire. Malgré les pressions des Britanniques et des Américains pour que les faits ne soient pas approfondis, Sikorski demanda à la Croix-Rouge de mener une enquête approfondie sur ce qui s'était passé. À la suite de cette demande, Sikorski et Staline rompirent leurs relations diplomatiques. Le 4 juillet 1943, Sikorski et sa fille moururent dans des circonstances mystérieuses lorsque leur avion s'écrasa alors qu'ils revenaient de Gibraltar. En vérité, le régime allemand utilisa cette découverte comme un outil de propagande pour discréditer le régime soviétique. L'enquête menée par la Croix-Rouge révéla que le massacre avait eu lieu en 1940, alors que la zone était sous contrôle soviétique. Cependant, l'Union soviétique nia toute responsabilité et accusa les nazis d'avoir commis la tuerie. Pour réaliser les exécutions, les soviétiques avaient utilisé, après tout, des pistolets allemands Walter
des armes que les Allemands avaient livrées en grande quantité à leurs alliés soviétiques pendant l'invasion. Les Walter étaient l'arme réglementaire de la Gestapo allemande, de sorte que si le massacre était découvert, les preuves balistiques désigneraient le régime nazi comme auteur du crime. Il s'agissait donc d'une opération sous faux drapeau, un massacre planifié par les soviétiques, mais exécuté avec des armes allemandes. Après la guerre, et avec la formation du bloc soviétique, l'URSS continua de nier sa responsabilité dans le massacre. Pendant les procès de Nuremberg, les soviétiques tentèrent même de présenter le massacre de Katyn comme un crime de guerre commis par les nazis, mais ils ne réussirent pas à faire accepter cette version. Ce n'est qu'en 1990 que le gouvernement soviétique, sous Mikhaïl Gorbatchev et sa politique de glasnost, qui visait à créer un débat interne parmi les citoyens, offrant ainsi une plus grande transparence au système et encourageant une attitude positive à l'égard des réformes économiques, reconnut officiellement que l'Union soviétique était responsable du massacre de Katyn. Par la suite, en 1992, le président russe Boris Eltsine déclassifia des documents confirmant que l'ordre des exécutions avait été signé par Staline et des membres du Politburo. Cette reconnaissance fut une étape importante vers la réconciliation des relations diplomatiques entre la Pologne et la Russie, mais les tensions historiques autour du sujet persistèrent. Le massacre de Katyn a laissé une profonde cicatrice dans la conscience nationale polonaise. Il est devenu un symbole de la souffrance polonaise sous les totalitarismes du XXe siècle. Pendant des décennies, les familles des victimes et le peuple polonais ont vécu sous le poids du silence imposé par le régime communiste qui a suivi la Seconde Guerre mondiale. Entre vengeance et impunité, le massacre de Chenogne. Un autre des crimes de guerre perpétrés par les forces alliées fut le massacre de Chenogne, qui eut lieu le 1er janvier 1945, pendant la bataille des Ardennes, lors des dernières phases de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit d'un événement où des soldats américains du 11e bataillon blindé de la 3e division blindée exécutèrent des prisonniers de guerre allemands dans le village de Chenogne, en Belgique. Le massacre se produisit juste après le célèbre massacre de Malmedy, perpétré le 17 décembre 1944 par des troupes des Waffen-SS sous les ordres de Joachim Peiper, au cours duquel plus de 80 prisonniers de guerre américains furent assassinés. La nouvelle de cette atrocité enragea les troupes alliées, et bien qu'il n'y ait pas d'ordre direct confirmant une politique officielle de représailles, il a été rapporté que certains commandants américains permirent ou incitèrent leurs soldats à ne pas prendre de prisonniers et à tuer des soldats allemands qui se rendaient. À Chenogne, un groupe de soldats allemands se rendit aux troupes américaines, mais au lieu d'être traités selon les conventions de guerre, ils furent exécutés sommairement. Bien que le nombre exact de victimes soit incertain, on estime que 60 à 80 prisonniers allemands furent tués. Cependant, les faits furent dissimulés, les meurtres ne furent pas formellement enquêtés et aucun procès ni condamnation ne suivit pour le massacre. Le sergent John W. Feig de la compagnie B, 21e bataillon d'infanterie blindée, était en action près de Chenogne et décrivit le massacre de prisonniers allemands par les troupes américaines en affirmant « Nous commettions les mêmes crimes dont nous accusions les Japonais et les Allemands ». Le 4 janvier, le célèbre général américain George S. Patton, que certains voyaient comme un soldat redoutable et féroce, et d'autres comme un leader solitaire et émotionnellement instable, nota dans son journal de guerre « J'espère que nous pourrons cacher cela ». Vers la fin de la guerre, le meurtre de prisonniers des SS était, après tout, devenu une routine pour certaines unités de combat alliées. En effet, la 90e division d'infanterie dans la Sarre exécuta des prisonniers des Waffen-SS de manière si systématique à la fin de décembre 1944 que le quartier général dut émettre des ordres explicites de capturer vivants les soldats des Waffen-SS afin de pouvoir obtenir des informations d'eux. Le commandant suprême de la force expéditionnaire alliée, le général Dwight D. Eisenhower, futur président des États-Unis, exigea une enquête complète, mais le 11e corps blindé ne coopéra pas et affirma qu'il était déjà trop tard. La guerre était terminée et les unités avaient été dissoutes. Au fil du temps, le massacre de Chenogne a été reconnu dans le cadre plus large des crimes de guerre et des violations des droits humains survenus pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, en raison du manque de documentation et de la pression pour maintenir la cohésion dans le récit d'après-guerre,
L'incident ne reçut pas l'attention et l'examen que d'autres massacres et crimes de guerre ont suscité. Le massacre de Chenogne reflète ainsi les tensions des dernières phases de la guerre, où les deux camps commirent des crimes de guerre. Cet épisode est sans doute moins connu que d'autres atrocités de la Seconde Guerre mondiale, en partie parce qu'il fut englobé dans le contexte général des combats et du désir de clore rapidement la guerre. Il s'agit cependant d'un exemple extrêmement révélateur de la manière dont, au milieu de la brutalité d'un conflit prolongé, la haine et la vengeance peuvent influencer les décisions des soldats et officiers présents sur le champ de bataille. Biscari et Canicattì, les massacres cachés de la campagne sicilienne. Le massacre de Biscari eut lieu le 14 juillet 1943, pendant la campagne alliée en Sicile, en Italie, qui faisait partie de l'opération Husky, l'assaut allié sur l'île visant à expulser les forces de l'Axe d'Italie. Cette opération fut cruciale pour l'avancée vers le continent européen et marqua un tournant dans la guerre en Méditerranée. Le massacre se produisit dans le cadre de l'invasion alliée de la Sicile, lorsque la 7e armée des États-Unis, sous le commandement du général Patton, et la 8e armée britannique, sous le commandement du général Sir Bernard L. Montgomery, envahirent le sud-est de l'île au début de l'été. Immédiatement après le débarquement, les unités américaines se dirigèrent vers les aérodromes situés dans la partie sud de l'île et des massacres de civils furent signalés. L'un d'entre eux avait eu lieu à Vittoria, où 12 Italiens furent tués, dont Giuseppe Mangano, maire d'Acate, et son fils Valerio, âgé de 17 ans, abattu d'une balle en plein visage. Le 180e régiment d'infanterie reçut pour mission de capturer l'aérodrome de Biscari et de rejoindre la 1re division d'infanterie des États-Unis. Cependant, le 180e régiment d'infanterie fit une performance si médiocre dans les 48 premières heures du débarquement que le major général Troy Middleton envisagea de relever son commandant. Au lieu de cela, un commandant adjoint de la division fut envoyé pour superviser de près le régiment. Cela n'empêcha toutefois pas le massacre de se produire. Les exécutions eurent lieu après la capture des positions ennemies lors de la bataille. La Sicile était la prolongation logique de la campagne d'Afrique du Nord après la défaite de l'Axe. Avec cette offensive, on visait à alléger la pression allemande sur l'Union soviétique et à sortir l'Italie de la guerre. La Sicile fut également le théâtre d'une compétition entre Montgomery et Patton. Les troupes de l'Axe défendèrent la région, mais la pression des troupes américaines poussa les Allemands à se retirer. Un groupe tomba entre les mains des Américains. Un commandant remit le groupe au sergent Horace West pour qu'il le conduise à l'arrière, avec un autre sergent, un caporal et 5 soldats pour les escorter. Pendant le transfert, le sergent West demanda à l'autre sergent son pistolet mitrailleur Thompson et assassina froidement les prisonniers. Seuls ceux qui avaient été retenus pour être interrogés furent épargnés. Un groupe d'Italiens qui avaient agi comme tireurs embusqués fut capturé quelques heures plus tard, après avoir tué ou blessé une douzaine de soldats américains. Le capitaine John T. Compton ordonna de former un peloton d'exécution pour les abattre. Ainsi, lors de la capture de l'aérodrome de Biscari, les troupes du 180e régiment d'infanterie tuèrent environ 70 prisonniers de guerre italiens, Biscari et Canicattì, les massacres cachés de la campagne sicilienne. Le massacre de Biscari eut lieu le 14 juillet 1943, pendant la campagne alliée en Sicile, en Italie, qui faisait partie de l'opération Husky, l'assaut allié sur l'île visant à expulser les forces de l'Axe d'Italie. Cette opération fut cruciale pour l'avancée vers le continent européen et marqua un tournant dans la guerre en Méditerranée. Le massacre se produisit dans le cadre de l'invasion alliée de la Sicile, lorsque la 7e armée des États-Unis, sous le commandement du général Patton, et la 8e armée britannique, sous le commandement du général Sir Bernard L. Montgomery, envahirent le sud-est de l'île au début de l'été. Immédiatement après le débarquement, les unités américaines se dirigèrent vers les aérodromes situés dans la partie sud de l'île et des massacres de civils furent signalés. L'un d'entre eux avait eu lieu à Vittoria, où 12 Italiens furent tués, dont Giuseppe Mangano, maire d'Acate, et son fils Valerio, âgé de 17 ans, abattu d'une balle en plein visage. Le 180e régiment d'infanterie reçut pour mission de capturer l'aérodrome de Biscari et de rejoindre la 1re division d'infanterie des États-Unis. Cependant, le 180e régiment d'infanterie fit une performance si médiocre dans les 48 premières heures du débarquement que le major général Troy Middleton envisagea de relever son commandant. Au lieu,
Le massacre de Biscari ne fut cependant pas le seul à avoir eu lieu lors de l'invasion italienne. Pendant l'avancée vers le nord, les troupes américaines atteignirent la ville de Kanikati, où elles rencontrèrent une situation tendue, car tant les soldats que la population locale étaient dans un état de confusion et de désespoir en raison de l'effondrement du front. L'incident commença lorsque les troupes américaines trouvèrent plusieurs civils en train de piller une fabrique de savon. En réponse, le lieutenant-colonel George Herbert McCaffrey ordonna aux forces américaines de disperser les civils. Cependant, les circonstances de ce qui s'ensuivit restent sujettes à débat. McCaffrey tira et tua au moins 8 civils, bien que le nombre exact reste incertain. Les victimes étaient pour la plupart des civils désarmés, dont des femmes et des enfants. De plus, l'incident fut rapidement étouffé par les autorités militaires américaines et McCaffrey ne fut jamais jugé pour les meurtres. Au fil des ans, l'épisode fut pratiquement oublié et ne fit l'objet d'une enquête formelle que bien après la guerre. Les massacres de Biscari et de Kanikati, comme beaucoup d'autres atrocités de guerre, n'attirèrent pas une attention significative dans le contexte immédiat de la guerre, en raison de l'accent mis sur les grandes batailles et la propagande. Cependant, avec le temps, ils furent reconnus comme des exemples de crimes de guerre commis par les forces alliées pendant le conflit. Ce cas mit également en lumière la question de la justice militaire et les difficultés à maintenir la discipline et le respect des lois de la guerre dans des moments de grand stress et de combat. L'enfer de Kaïbak, le crime silencieux dans les montagnes du Caucase. Le massacre de Kaïbak eut lieu dans le contexte de la répression soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Il se déroula en février 1944 dans la région de Tchétchénie et d'Ingouchie, lorsque les forces soviétiques procédèrent à la déportation massive des Tchétchènes et des Ingouches vers la Sibérie et l'Asie centrale. Cette politique s'inscrivait dans le cadre des purges ethniques et des déportations forcées qui caractérisaient l'ère stalinienne, sous le prétexte que ces populations avaient collaboré avec les forces d'occupation nazies. L'opération, connue sous le nom d'opération Lentille, avait pour objectif de vider complètement les terres de ces ethnies jugées non fiables. Les forces du NKVD, la police secrète soviétique, furent chargées de la déportation, impliquant le déplacement de centaines de milliers de personnes dans des conditions inhumaines. Kaïbak était un petit village dans les montagnes du Caucase, et l'accès au village était bloqué par la neige. Lorsque les forces soviétiques arrivèrent sur place, les conditions climatiques rendirent difficile l'évacuation des habitants. Au lieu de chercher une solution pour les déporter, les troupes soviétiques, sous les ordres d'officiers du NKVD, décidèrent d'enfermer les villageois dans une grange et d'y mettre le feu. Ceux qui tentèrent de s'échapper furent fusillés. On estime que 600 à 700 personnes périrent brûlées vives sur place. Un des témoins affectés à l'unité militaire, l'interprète Ziaudine Malsagov, se souvint plus tard que Mikhail Gvitchiani, commandant du NKVD, qualifia les 2 nouveau-nés présents dans la grange de bandits, avant de donner l'ordre d'incendier le bâtiment. Il semblerait qu'après l'incident, Gvitchiani ait été félicité par Lavrenti Beria, chef de la police et des services secrets soviétiques, qui lui aurait promis une médaille pour sa bonne exécution de l'évacuation. Plusieurs sources citent un télégramme envoyé par Gvitchiani, dans lequel il informait Beria de ce qui s'était passé dans le village, en commençant par la formule « seulement pour vos yeux », une phrase qui démontrerait l'intention de Gvitchiani de dissimuler les faits. Cependant, certains historiens ont signalé que cette phrase ne figure dans aucun autre document des services secrets soviétiques et qu'il pourrait s'agir simplement d'une erreur de traduction. Fait surprenant, le village de Kaïbak fut redécouvert grâce à des découvertes archéologiques faites en Ukraine. Des archéologues de la Seconde Guerre mondiale trouvèrent les restes d'explorateurs du Caucase du Nord, morts lors d'une opération derrière les lignes ennemies. Dans leurs poches imperméables, ils trouvèrent des lettres destinées à leur famille, qui se trouvaient à Kaïbak. Stepan Kachurko, l'un des archéologues, accompagné d'un ancien général soviétique, décida d'informer les familles de la découverte, mais il apprit peu de temps après que la localité n'existait plus. En poursuivant leurs recherches, ils découvrirent que pendant que les soldats tchétchènes mouraient au front, leurs familles étaient brûlées vives par les soldats soviétiques. L'épisode fut l'un des plus brutaux de la déportation des Tchétchènes et des Ingouches, mais pas le seul. Au total, on estime qu'entre 300 000 et 500 000 personnes furent déportées, et un grand nombre d'entre elles moururent pendant le trajet,
en raison des conditions de voyage extrêmement dures, de la faim et des maladies. La brutalité de ces déportations laissa une profonde cicatrice dans la mémoire des communautés tchétchènes et ingouches, contribuant à des décennies de ressentiment et de conflits avec l'Union soviétique. Malgré l'ampleur de ces crimes, le massacre de Kaïbak et les déportations massives n'ont pas reçu la même attention ou reconnaissance internationale que d'autres crimes de guerre. En Union soviétique, ces faits furent occultés ou niés et ne furent officiellement abordés que bien après l'effondrement de l'URSS. En 2004, le président russe Vladimir Poutine qualifia la déportation de tragédie, mais la justice pour les survivants et leurs descendants demeure un sujet sensible. Une décennie plus tard, le ministère de la Culture de Russie interdit la sortie du film Ordered to Forget, réalisé par Hussein Erkenov, qui cherchait à retracer le massacre et les déportations massives subies par les Tchétchènes et les Ingouches. Le ministère affirma qu'aucun document ne prouvait le massacre et qu'il s'agissait d'un cas de falsification historique. Le silence après l'explosion, les bombardements alliés sur l'Allemagne, les bombardements sur des villes allemandes comme Dresde, Berlin et Hambourg faisaient partie d'une stratégie alliée visant à détruire la capacité industrielle et militaire du Troisième Reich, mais ils impliquaient également un coût humain immense, car de nombreuses villes attaquées étaient des centres urbains densément peuplés. Les attaques étaient si intenses qu'elles provoquaient des tempêtes de feu. La chaleur extrême générait un tourbillon de vent alimentant les incendies, piégeant les civils dans un tourbillon de flammes. Entre le 24 juillet et le 3 août 1943, par exemple, les Alliés lancèrent l'opération Gomorrhe, une attaque massive sur Hambourg, l'un des principaux centres industriels et portuaires d'Allemagne. La Royal Air Force britannique et l'armée de l'air américaine coordonnèrent cette attaque qui provoqua l'une des pires tempêtes de feu de la guerre. En seulement une semaine, environ 42 000 civils périrent et plus de 37 000 furent blessés. Près d'1 million de personnes furent déplacées. Berlin fut également bombardée à plusieurs reprises tout au long de la guerre. De 1940 jusqu'à la fin du conflit, la capitale du Troisième Reich subit plus de 350 attaques aériennes. Cependant, les bombardements les plus destructeurs eurent lieu vers la fin de la guerre, entre 1943 et 1945. Les Alliés cherchaient non seulement à démanteler l'infrastructure militaire de la ville, mais aussi à frapper au cœur du pouvoir nazi, car de nombreux organismes de pouvoir y étaient situés. La population de Berlin subit des bombardements nocturnes constants de la RAF et des attaques diurnes des Américains. La destruction fut immense, et des dizaines de milliers de civils perdirent la vie. À la fin de la guerre, la ville était pratiquement en ruine. Cependant, la controverse fut en grande partie déclenchée par une autre ville. Les 13 et 14 février 1945, Dresde, une ville célèbre pour sa beauté architecturale et sa richesse culturelle, fut attaquée lors d'une série de bombardements dévastateurs par la RAF et l'armée de l'air américaine. Dresde avait peu de valeur militaire à ce moment-là et était remplie de civils et de réfugiés fuyant l'avancée soviétique, ce qui a conduit à des débats sur la nécessité ou l'excès de ce bombardement. Comme à Hambourg, le bombardement de Dresde provoqua une tempête de feu qui détruisit les bâtiments et piégea des milliers de personnes. On estime que 25 000 à 35 000 personnes périrent dans l'attaque, bien que certains chiffres avancent jusqu'à 100 000 morts. Une grande partie de la ville fut réduite en ruines. Le bombardement stratégique avait pour but de briser la volonté du peuple allemand, de détruire l'infrastructure militaire et d'accélérer la fin de la guerre. Cependant, cela souleva également des débats sérieux sur l'éthique et la moralité des attaques contre les civils. Les Alliés considéraient cela comme nécessaire pour réduire la puissance industrielle allemande et raccourcir la guerre. Toutefois, les effets psychologiques sur la population civile, en plus de la destruction massive, provoquèrent une profonde division parmi les historiens et les dirigeants militaires. Beaucoup soutiennent que des villes comme Dresde ne représentaient pas une menace militaire directe, et le bombardement de civils à une telle échelle a été qualifié de crime de guerre. Bien que les procès de Nuremberg n'aient pas abordé ces attaques, la controverse demeure. L'un des problèmes liés à cette controverse réside dans la définition ambiguë de ce qui constitue un crime de guerre. Pendant le conflit, le bombardement de civils n'était clairement interdit par aucune convention internationale.
bien que les conventions de la Haye de 1907 et d'autres réglementations traitaient du traitement des prisonniers de guerre et de la protection des civils. Il n'y avait pas de loi spécifique interdisant catégoriquement le bombardement de villes. L'aviation, en tant qu'arme de guerre, était relativement nouvelle lors de la Première Guerre mondiale, et pendant la Seconde Guerre mondiale, elle se développa de manière exponentielle. Les attaques aériennes devinrent un outil clé de l'effort de guerre, et les concepts juridiques existants n'avaient pas encore évolué pour répondre à cette nouvelle réalité. Les Alliés justifièrent leur bombardement en affirmant que les villes attaquées abritaient des usines, des installations militaires ou étaient des centres logistiques importants pour la machine de guerre nazie. Cependant, de nombreux critiques soutiennent que ces attaques ne faisaient pas suffisamment la distinction entre objectifs militaires et civils et que l'impact sur la population était disproportionné. La propagande alliée joua un rôle important dans la justification de ces bombardements. Ils étaient présentés comme une réponse proportionnelle aux attaques allemandes, comme le Blitz sur Londres ou les bombardements sur Varsovie et Rotterdam. Les médias alliés soulignaient les atrocités du régime nazi et décrivaient les bombardements comme une forme de punition méritée pour l'Allemagne. Cela facilita la justification des attaques aériennes, même si de nombreuses victimes étaient des civils innocents qui n'avaient joué aucun rôle actif dans la guerre. Au fil du temps, le débat sur les bombardements alliés se poursuivit. Tandis que certains historiens estiment que ces attaques étaient une nécessité militaire, d'autres les considèrent comme des crimes de guerre non reconnus. Cela souleva des questions sur l'impartialité des procès de guerre. Le coût de la victoire, Hiroshima, Nagasaki et l'immunité des vainqueurs. Quelque chose de similaire s'est produit avec les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki perpétrés par l'armée des États-Unis en août 1945. Ces bombardements n'ont pas été jugés pour plusieurs raisons, étroitement liées au contexte politique, militaire et juridique de l'après-guerre. Ces raisons vont de la justification stratégique de l'utilisation des bombes atomiques au fait que les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale avaient le contrôle des procès pour crimes de guerre, ce qui leur a permis d'éviter que leurs propres actions soient remises en question. L'une des principales raisons pour lesquelles les bombardements atomiques n'ont pas été jugés comme des crimes de guerre est que les dirigeants américains ont soutenu que l'utilisation des bombes était nécessaire pour écourter la guerre. Selon cette narrative, une invasion terrestre du Japon aurait été extrêmement coûteuse en termes de vies humaines, tant pour les Alliés que pour les Japonais. Les stratèges alliés pensaient que les bombardements forceraient la reddition inconditionnelle du Japon, ce qui se produisit effectivement quelques jours après l'attaque de Nagasaki. Le président Harry S. Truman défendit cette décision, affirmant que les bombes avaient sauvé des millions de vies en évitant une prolongation de la guerre. Cet argument prévalut tant dans la sphère politique que dans le public, ce qui rendit difficile de considérer le bombardement comme un crime de guerre. De plus, bien que l'utilisation des armes atomiques ait été disproportionnée en raison de la destruction massive, elle s'inscrivait dans une tactique de bombardement stratégique qui, à l'époque, n'était pas explicitement interdite par le droit international. D'un autre côté, après la reddition du Japon et la fin de la Seconde Guerre mondiale, le monde entra rapidement dans la guerre froide, avec les États-Unis et l'Union soviétique en tant que puissances opposées. Dans ce nouveau contexte, la supériorité militaire des États-Unis, démontrée par l'utilisation des bombes atomiques, leur donnait un avantage géopolitique significatif. Juger les dirigeants américains pour crimes de guerre aurait affaibli leur position dans cette nouvelle rivalité mondiale, ce qui n'était donc pas une option politiquement viable. Les mêmes bombes atomiques devinrent un élément central dans la politique de dissuasion nucléaire et le débat sur leur moralité fut éclipsé par les tensions entre les puissances mondiales. Dans le contexte immédiat de l'après-guerre, la majorité de la population américaine, ainsi que celle de nombreux pays alliés, soutenait la décision d'utiliser les bombes atomiques. Les médias présentèrent les bombardements comme nécessaires pour sauver des vies alliées et accélérer la fin de la guerre. La propagande de l'époque se concentrait sur les crimes japonais, tels que le massacre de Nankin et les abus pendant l'occupation de l'Asie, tandis que l'usage des bombes atomiques était présenté comme un mal nécessaire. La dévastation causée par les bombes atomiques et les conséquences humanitaires à long terme, telles que la radiation et les mutations génétiques, devinrent plus évidentes avec le temps, ce qui généra davantage de critiques dans les décennies suivantes. Cependant,
Au moment de leur utilisation, la narrative dominante justifiait les bombardements comme une nécessité pour obtenir la victoire. Au fil des ans, les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki ont fait l'objet d'un examen plus approfondi de la part des historiens et des critiques. Beaucoup considèrent qu'il s'agissait de crimes de guerre ou, à tout le moins, d'actes moralement discutables. Le débat s'est concentré sur la question de savoir si l'utilisation des bombes atomiques était nécessaire ou s'il existait des alternatives moins destructrices pour mettre fin à la guerre. Cependant, ce débat est resté principalement académique et n'a pas conduit à des procès formels. En résumé, les bombardements d'Hiroshima et de Nagasaki n'ont pas été jugés en raison de la justification militaire avancée par les Alliés, de la nature du récit des vainqueurs, de l'ambiguïté juridique entourant les bombardements de civils et du contexte géopolitique de l'après-guerre. La narrative dominante justifiait leur utilisation comme une mesure nécessaire pour écourter la guerre et sauver des vies, bien que les conséquences humanitaires et éthiques restent un sujet de débat jusqu'à ce jour. Le tribunal de l'histoire, les procès de Nuremberg et les dernières paroles des dirigeants nazis. Dès la fin de la guerre, il est devenu clair que les puissances alliées avaient besoin d'une réponse ferme et légale face à l'ampleur des crimes perpétrés par le régime nazi. En particulier, l'Holocauste, qui avait exterminé 6 millions de Juifs, ainsi que les invasions de pays européens, les expériences médicales inhumaines, les exécutions sommaires et le traitement brutal des prisonniers de guerre, rendaient une action judiciaire impérative. Le 8 août 1945, les Alliés signèrent l'accord de Londres, qui établit le cadre juridique pour juger les criminels de guerre allemands. Cet accord conduisit à la création du tribunal militaire international, chargé de mener les procès. Contrairement à tout autre procès antérieur, les procès de Nuremberg se concentrèrent sur le jugement des individus pour leurs décisions et actions, plutôt que de simplement blâmer la nation allemande dans son ensemble. Le tribunal se tint dans la ville de Nuremberg en Allemagne, au palais de justice. Le choix de Nuremberg avait une valeur symbolique. La ville avait été le siège des congrès annuels du parti nazi et serait désormais le lieu où les dirigeants de ce parti feraient face à la justice. Les procès de Nuremberg reposaient sur une combinaison de témoignages de survivants, de documents saisis et de preuves filmées. Les horreurs documentées et présentées au tribunal laissèrent une empreinte indélébile dans l'histoire. Cependant, le processus fut également critiqué par certains, qui le qualifièrent de « justice des vainqueurs », affirmant que seuls les vaincus étaient jugés, tandis que les atrocités commises par les Alliés ne faisaient pas l'objet du même examen. Le tribunal employa une structure juridique commune à tous les systèmes judiciaires des pays alliés. Les accusés avaient droit à une défense légale et beaucoup tentèrent de justifier leurs actions en affirmant qu'ils ne faisaient qu'obéir aux ordres ou que leurs actes étaient nécessaires pour la défense de l'Allemagne. Cependant, le tribunal précisa que suivre les ordres n'était pas une excuse pour commettre des crimes atroces. Le premier procès et le plus important fut le procès des principaux criminels de guerre qui débuta le 20 novembre 1945. 24 des dirigeants nazis les plus influents y furent jugés. Les charges retenues contre eux incluaient des crimes contre la paix, qui concernaient principalement la planification et l'exécution de guerres d'agression, des crimes de guerre concernant les violations des lois et coutumes de la guerre, y compris le traitement inhumain des prisonniers de guerre, le meurtre de civils et la destruction injustifiée de villes et de villages, des crimes contre l'humanité, qui visaient les actes de génocide et d'extermination de masse, comme l'Holocauste, et la conspiration, un crime nécessaire pour commettre les autres mentionnés. Sur les 24 accusés originaux, 12 furent condamnés à mort, 3 reçurent la réclusion à perpétuité, 4 autres furent condamnés à des peines de prison allant de 10 à 20 ans, et 3 furent acquittés. Les 12 hauts responsables nazis condamnés à mort furent pendus. On discuta de la manière d'exécuter les sentences et du sort des corps. Les Alliés s'opposèrent à les remettre à leurs familles, craignant que leurs tombes ne deviennent des lieux de pèlerinage pour les générations futures. Il fut finalement décidé de les incinérer et de jeter leurs cendres dans la rivière Isar. Le 16 octobre 1946, ils furent sortis de leurs cellules pour ajuster la corde autour de leur cou. Tous, à l'exception d'Alfred Rosenberg, prononcèrent leurs dernières paroles sur l'échafaud.
Joachim von Ribbentrop, ancien ministre des Affaires étrangères, s'exclama « Que Dieu protège l'Allemagne. Mon dernier souhait est que l'Allemagne conserve son identité et qu'il y ait un jour une entente entre l'Est et l'Ouest. Je souhaite la paix au monde. » Wilhelm Keitel, ancien commandant de l'armée allemande, déclara « Je demande au Dieu Tout-Puissant d'avoir pitié du peuple allemand. Plus de 2 millions de soldats allemands sont morts pour la patrie avant moi. Je rejoins maintenant mes fils. Tout pour l'Allemagne. » Ernst Kaltenbrunner, ancien commandant des camps d'extermination, dit « J'ai aimé mon peuple allemand et ma patrie de tout mon cœur. J'ai accompli mes devoirs selon la loi de mon peuple et je regrette beaucoup pour ceux qui ont été impliqués en cette période sans être soldats et tués dans des crimes dont je n'avais pas connaissance. Bonne chance, Allemagne. » Hans Frank, ancien gouverneur général de Pologne, remercia pour le traitement reçu pendant sa captivité et demanda à Dieu de l'accueillir dans sa miséricorde. Wilhelm Frick, ancien ministre de l'Intérieur, s'écria « Longue vie à l'Allemagne !» Julius Streicher, ancien directeur du journal antisémite Der Stürmer, déclara « Heil Hitler, les bolcheviks vous feront cela un jour. Adèle, ma chère épouse. » Fritz Sauckel, ancien directeur du programme de travail forcé, proclama « Je meurs innocent. La sentence est erronée. Que Dieu protège l'Allemagne et qu'il la rende grande à nouveau. Longue vie en Allemagne. Que Dieu protège ma famille. » Arthur Seyss-Inquart, ancien directeur de la Reichsbank, dit « J'espère que cette exécution sera le dernier acte tragique de la Seconde Guerre mondiale. Que la leçon tirée de cette guerre apporte la paix et la compréhension entre les peuples. Je crois en l'Allemagne. » Alfred Jodl, ancien commandant de l'armée de l'Est, se contenta de dire « Mes salutations à toi, Allemagne. » Jodl constitua l'un des meilleurs exemples dans les débats autour du degré de responsabilité et de culpabilité attribuable à chaque membre du parti nazi. Déclaré coupable de tous les chefs d'accusation, il plaida l'obéissance due à ses supérieurs lors de la présentation des preuves contre lui. Louise, l'épouse de Jodl, faisait partie de sa défense. Par la suite, interviewée par Gita Sereni, biographe d'Albert Speer, ministre de l'Armement et de la Production de guerre, Louise affirma que de nombreuses accusations portées contre son mari étaient fausses et basées sur des documents que le procureur refusait de partager avec la défense. En février 1953, l'affaire fut réhabilitée à titre posthume par un tribunal de dénazification qui le déclara innocent de crimes contre le droit international. Cependant, cette déclaration de non-culpabilité fut annulée par le ministre de la Libération politique de Bavière en septembre, après les plaintes des États-Unis. Ainsi, le cas d'Alfred Jodl représente un exemple révélateur des ambiguïtés de la justice des Alliés. Le double tranchant de la justice, conclusion sur la narrative des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale. La dénazification et les procès de Nuremberg ont marqué un tournant dans l'histoire du droit international, mais leur héritage reste ambigu. Bien qu'ils aient permis de juger certains des dirigeants nazis les plus notoires et d'établir des précédents importants en matière de responsabilité dans les crimes de guerre, le processus fut loin d'être universel. La narrative des vainqueurs, qui a défini à la fois la dénazification et les procès, a concentré la responsabilité exclusivement sur les vaincus, en omettant ceux des Alliés qui avaient également commis des atrocités pendant la guerre. L'un des principaux défis auxquels les vainqueurs ont été confrontés fut de concilier la nécessité de rendre justice avec la stabilité politique dans une Europe dévastée par la guerre. La décision de mener à bien la dénazification et les procès de Nuremberg fut en partie un effort pour projeter une image de moralité et d'ordre au milieu du chaos. Cependant, la guerre froide et les rivalités émergentes entre les États-Unis et l'Union soviétique déformèrent rapidement cet objectif initial. En Allemagne de l'Est, les Soviétiques utilisèrent la dénazification comme un outil pour consolider leur contrôle politique et idéologique, tandis qu'en Allemagne de l'Ouest, les puissances occidentales adoptèrent une approche plus pragmatique, centrée sur la reconstruction économique et politique du pays. La propagande anti-allemande joua un rôle crucial dans ce contexte, consolidant la narrative de la culpabilité collective et justifiant les actions des Alliés pendant et après la guerre. À travers des films, des documentaires, des musées et des programmes éducatifs, les vainqueurs renforcèrent l'idée que l'Allemagne, en tant que nation, était responsable des atrocités commises pendant le conflit. Bien que cela ait contribué à souligner la gravité des crimes nazis, cela créa également des tensions,
car pour certains, tous les Allemands n'étaient pas coupables, ce qui provoqua un sentiment d'injustice parmi ceux qui n'avaient pas participé aux crimes du régime nazi. L'accent mis sur la culpabilité collective fut critiqué comme étant trop simpliste et pour ne pas aborder correctement les complexités de la collaboration et de la résistance au sein de l'Allemagne. Le déséquilibre dans l'application de la justice fut un autre sujet controversé. Alors que les crimes nazis furent condamnés et jugés publiquement, les crimes commis par les forces alliées, comme les bombardements de Dresde, Hiroshima et Nagasaki, ne furent pas soumis au même examen. La justification alliée, selon laquelle ces attaques étaient nécessaires pour mettre fin à la guerre et sauver des vies, fut protégée par le contrôle que les vainqueurs exerçaient sur le processus judiciaire. En ce sens, les procès de Nuremberg reflètent non seulement la quête de justice, mais aussi la consolidation du pouvoir des vainqueurs, qui ne se soumirent pas aux mêmes règles qu'ils imposèrent aux vaincus. Tout comme les différences dans l'application de la dénazification entre les puissances alliées, la narrative d'après-guerre fut marquée par le pragmatisme politique. La guerre froide modifia l'approche des Alliés envers la justice et la réconciliation. En Occident, la peur du communisme conduisit à la réhabilitation d'anciens nazis dans des positions de pouvoir, tandis que dans le bloc soviétique, l'idéologie communiste éclipsa la recherche d'une véritable justice pour les crimes commis par le régime nazi. Cette dichotomie dans l'application de la justice reflète comment les considérations politiques l'emportèrent souvent sur les principes éthiques dans les années qui suivirent la guerre. Rétrospectivement, les procès de Nuremberg et la dénazification ont partiellement réussi à établir des principes clés pour le droit international, comme la responsabilité individuelle pour les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité. Cependant, leur exécution laissa beaucoup à désirer, et l'héritage de ces deux processus reste sujet à débat. Alors que certains criminels de guerre furent traduits en justice, beaucoup d'autres échappèrent à celle-ci, que ce soit en raison du chaos des premières années de l'après-guerre ou de l'intérêt stratégique des puissances victorieuses à recruter des individus possédant des compétences techniques ou scientifiques précieuses. L'utilisation de la propagande pour façonner la narrative de la guerre eut également des conséquences durables. L'insistance sur la culpabilité collective et l'accent mis sur les crimes nazis au détriment d'une évaluation plus équilibrée des crimes commis par toutes les parties, a influencé la manière dont la Seconde Guerre mondiale est perçue aujourd'hui. Bien que l'Holocauste et d'autres crimes commis par le régime nazi méritent l'examen approfondi qu'ils ont reçu, l'omission des crimes alliés dans la narrative officielle soulève des questions sur l'impartialité de la justice d'après-guerre et sur les limites du concept de justice internationale dans un monde dominé par les puissances victorieuses. En conclusion, la narrative des vainqueurs, qui a prédominé dans la configuration de la justice d'après-guerre, refléta à la fois le désir de punir les responsables des atrocités et les réalités géopolitiques de l'époque. La dénazification et les procès de Nuremberg furent, à bien des égards, innovants et nécessaires, mais ils furent limités par des considérations politiques et pragmatiques qui compromirent leur portée et leur efficacité. Le résultat fut une justice incomplète qui, bien que significative, laissa de nombreuses complexités et contradictions inhérentes à un conflit aussi dévastateur que la Seconde Guerre mondiale non résolue.